Salut, c'est Rose. Vous écoutez Poule Sentimentale, le podcast qui parle de nous, les animaux. Je peux passer des heures à dévorer des romans, des essais et encore plus des BD. Et il y a une autrice dont je suis le travail depuis des années et que j'adore. C'est Rosa B, alias Insolente Veggie. Quelle chance d'avoir croisé ses dessins au tout début de ma prise de conscience antispéciste. Elle est plutôt discrète et c'est très rare de l'entendre s'exprimer publiquement. C'est donc un immense honneur pour moi de la recevoir aujourd'hui dans Poule Sentimentale. Alors ouvrez grand vos oreilles et vos cœurs. C'est parti! Bonjour Rosa B. Bonjour Rose. Rosa B, vous êtes l'autrice de centaines, peut-être plutôt de milliers de dessins humoristiques, satiriques, grinçants, qui se placent du point de vue des animaux ou de celles et ceux qui les défendent, notamment les véganes dont vous faites partie. Il s'agit souvent de déconstruire les arguments de celles et ceux qui n'adhèrent pas ou pas encore à cette cause. Et on croise aussi régulièrement de l'autodérision dans les cases. Et je pense notamment au tout premier dessin de votre nouveau livre Panique chez les carnistes, où l'insolente Veggie, votre personnage, voit un écureuil et reste longtemps à se demander si elle peut l'approcher ou si elle doit plutôt lui faire peur pour qu'il apprenne à s'éloigner des humains. Et à la fin, l'écureuil se pose des questions, il dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole étrange ?» Vos dessins, ils sont simples, souvent à peine quelques traits, et puis votre travail est très engagé, militant, en plus d'être extrêmement drôle. Vous avez publié 4 tomes aux éditions La Plage, une végétalienne très très méchante, l'antispécisme, c'est pas pour les chiens, Mort à la viande, et Ils sont parmi nous, qui sont maintenant réunis tous les 4 dans l'intégrale. Et on peut également vous trouver dans les réseaux sociaux et sur votre site. Et vous avez aussi illustré le fabuleux livre Les droits des animaux en question de Dominique Hofbauer, dont nous avons déjà longuement parlé dans l'épisode 4. Est-ce que cette présentation très longue vous convient ? J'ai fait tout ça, moi ? Oui. Vous êtes bien obligé de le reconnaître parce que là, il y a des sources. Moi, je me suis posé la question, est-ce que finalement c'est la cause animale qui vous a amené au dessin ? Est-ce que vous étiez déjà familière du dessin ou même professionnelle du dessin avant de commencer à dessiner et puis à trouver ce personnage d'Insolente Veggie ? Moi je dessinais quand j'étais enfant, comme tout le monde, hein. Tous les enfants dessinent. Et en général, ils arrêtent vers 12 ans, voilà, quelque chose comme ça. Ce qui a été mon cas. J'ai arrêté. Par contre, j'ai toujours lu énormément de BD. Il y en avait chez mes parents, il y en avait à la bibliothèque et tout. Donc, j'en lisais vraiment goulûment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis devenue végane. Et à partir de là, les gens se sont mis à me traiter complètement différemment. Genre, l'attitude des gens à mon égard, ça avait plus rien à voir du jour au lendemain. On me traitait de nazi, de Hitler, d'extrémiste, tout ça, parce que c'était en 2006 dans le sud de la France, donc c'était pas quelque chose de très courant, de très habituel. Et du coup, quand les gens me disaient ça, moi je trouvais ça drôle, je trouvais ça rigolo, je me disais... On dirait des dialogues de BD, en fait, ce qu'ils me disent. Là, quand moi, je dis non, je veux pas faire souffrir les animaux. Ils me disent comme Hitler. Je dis putain, c'est trop drôle, en fait. Et je me disais, ce serait marrant que ça existe, que ce soit en BD, parce que je me disais peut-être Reiser, il a fait des BD là-dessus, parce qu'il avait fait beaucoup de BD sur des thèmes écolos, il avait fait des BD sur des thèmes animalistes et tout. Et je les lisais, je les connaissais par cœur. Mais en fait, il y en avait pas tellement sur ce que je vivais moi, et du coup j'avais commencé à me dire en fait ça, s'il l'avait dessiné ça ressemblerait à ça et la personne dirait ça au personnage et tout, donc je commençais à dessiner, à mettre les dialogues que les gens me disaient littéralement en BD. Et après je les avais fait lire à quelques potes et ils m'avaient dit ah mais c'est trop marrant, tu devrais mettre ça sur un blog. Je rappelle qu'on était en 2006 donc je les ai mis sur Overblog. Et en fait, il se trouve qu'il y avait d'autres gens qui vivaient les mêmes dialogues que moi, les mêmes trucs rigolos, et qui avaient la même perplexité face à ce que la société leur renvoyait quand ils avaient juste dit qu'ils ne voulaient plus qu'on fasse de mal aux animaux. Et de suite, mes BD, elles ont un peu trouvé un public. Et moi, j'ai jamais arrêté de trouver des idées parce que, en fait, c'est pas moi qui trouve des idées, c'est les gens qui me les trouvent. Ils me disent des trucs insensés et tout, et juste moi, je les écris et c'est drôle.
J'ai vraiment rien à faire, de spécial, En fait, vous êtes devenue végane en 2006, si j'ai bien écouté ce que vous avez dit et Oui. vous avez commencé pratiquement, dans la foulée à Oui, ouais, dessiner, quoi? quasiment, genre, 2 ou 3 mois après, Oui, c'est souvent dans les voilà. premiers mois Ouais. qu'on a le plus de remarques, un peu, limite, comme Hitler et Oui, c'est cetera. ça, puis on est vachement surpris, enfin, on Ouais. s'attend pas du tout, c'est vraiment hyper surprenant et du coup, ça vraiment oblige à analyser le monde autrement, à voir les choses autrement. Est-ce que ce qui est surprenant, c'est pas aussi d'avoir l'impression soi-même de découvrir autre chose, d'avoir un autre regard sur quelque chose qu'on nous a, toujours, montré comme normal, comme la consommation des animaux et leur exploitation et cetera? Et de ne pas comprendre pourquoi, en fait, les autres ne voient pas, à partir du moment où on leur explique les choses et ou même, au contraire, ils nous prennent pour quelqu'un de complètement barjot, quoi. Donc est-ce qu'il y a pas aussi ça qui fait qu'on a une sorte de double, surprise aussi de l'attitude des gens? Oui, oui, c'est complètement ça et en plus, moi, je suis devenue végane, en devenant adulte et Mmh. du coup, pour moi, le passage au véganisme, hein, pour moi, dans ma tête, c'est, quelque chose, de normal qu'on fait quand on devient adulte. Donc j'arrive à m'identifier à des enfants ou des adolescents, par exemple, qui sont carnistes et à me dire: «Bah, ouais, ils ont pas tout compris, mais bah, c'est normal, ils sont jeunes et tout». Mais en fait, passé, 25 ans, c'est pas normal du tout, quoi, de pas avoir Mmh. compris. Du coup, j'arrive pas à comprendre, ce qui fait que les gens, ils se disent: «Bah, non, OK, il y a des possibilités, de pas exploiter les animaux, ce serait beaucoup mieux, pour les animaux et souvent pour l'environnement ou pour la santé aussi et tout. Bah, je vais pas le faire. Je je vais payer pour que toute cette merde continue». Carniste, pour vous, c'est quoi ce mot? Parce qu'on l'a rarement utilisé ici, on parle plutôt d'antispécisme Mmh. éventuellement, mais est-ce que c'est la même chose pour vous? C'est proche? C'est autre chose? Non, c'est pas la même chose. Le carnisme, c'est un terme qui a été, forgé par Mélanie Joy, même si on en retrouve, des occurrences un peu plus anciennes, mais elles ont pas tout à fait la même portée. C'est une psychologue américaine qui a forgé ce terme dans les années, 2001 pour désigner le fait de trouver normal de consommer la chair des animaux. Mmh. Quelle que soit la justification de, c'est normal de le faire. C'est-à-dire ça peut être, une justification, très forte du style, les êtres humains sont supérieurs aux animaux, donc il est normal de les consommer les animaux. Mmh. Ou ça peut être une justification, faible du style, «Bah, c'est pas trop OK de consommer les animaux, moi je soutiens les véganes, mais aujourd'hui j'avais pas le temps». Ouais. Mmh. C'est carniste aussi, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Genre c'est différents niveaux, mais voilà, ça désigne en fait les gens qui trouvent normal, qu'on mange la chair des animaux. Alors que le spécisme, c'est quelque chose de beaucoup plus global, quoi, qui englobe toute, discrimination qu'on peut faire subir aux animaux, juste en raison de leur appartenance à une espèce. Bon, il y a beaucoup de définitions de spécisme, différentes. Il y en a de, Richard Ryder, de Peter Singer, de Oscar Horta et Mmh. tout, En tout cas, oui, il me semble que le carnisme, elle dit que c'est une idéologie, quoi. Enfin, comme le voilà, spécisme en oui. même temps, mais ouais, c'est vraiment Oui, là-dessus c'est une qu'elle idéologie, mais comme c'est une idéologie, dominante, bah, oui, on la voit pas comme toutes les idéologies dominantes. exactement. Je rebondis ce que vous aviez dit tout à l'heure, les gens vous traitaient de nazis, d'Hitler. Bon, c'est quand même peut-être toujours un peu le cas. Enfin, c'est des choses qu'on entend. Hitler un peu moins, je sais pas, c'est un peu passé de mode. Mais nazis, et cetera, c'est encore des choses qu'on entend. En quoi est-ce que vous avez trouvé ça drôle? Vous avez pas mal pris? Vous avez réussi à garder cette distance-là? Je pense que je trouvais ça drôle parce que j'avais sûrement pas une très bonne opinion des gens qui me disaient ça. Je me disais, «Il dit ça parce qu'il est un peu con-con, quoi». Enfin, vraiment, alors c'est quoi la citation? C'est, «Être pris, pour un idiot, par un imbécile, c'est un plaisir de fin gourmet» et du coup, bah, moi, ma vie, c'est que du plaisir, hein, du coup, franchement, OK, parfait. Je me demandais si c'était pour ça que vous aviez eu besoin de créer, finalement un personnage, parce qu'on n'a pas encore parlé vraiment de Insolente Veggie, mais c'est un personnage qui n'est pas vraiment vous, un petit peu vous, on sait pas trop? ça me ressemble beaucoup, hein, je veux pas, voilà, mais oui, je suis probablement pas la meilleure juge pour le dire, mais c'est plutôt mes proches qui le sont et ils me disent: «Oui, oui, c'est toi dans la BD». Mais vous, vous avez eu besoin de mettre cette distance-là quand même? Ou de pouvoir projeter autre chose sur elle? Heu, Vous savez pas? ouais, je sais pas, OK, franchement. vous l'avez pas vraiment, pensé, ce truc-là? Elle est venue comme ça. Pourquoi Insolente Veggie? Alors ça, c'était, sur un forum, où, je débattais évidemment, ce que je faisais à l'époque, je fais plus trop maintenant, mais bon. Je débattais avec, des garnistes et il y en avait un qui me dit, «Je te trouve bien insolente, hein, veggie». Parce que Ah veggie oui! voilà et du coup, il avait oublié la virgule, hein et alors évidemment, moi, ni une ni deux, une faute d'orthographe, je saute sur l'occasion, quoi.
Et du coup, j'ai reformulé sa phrase et j'ai mis, «Bah, je te trouve bien, virgule, insolente veggie» et j'ai changé mon pseudo en insolente veggie sur le forum et c'est resté comme ça, quoi. Génial. Ouais, c'est une super Je sais pas qui est ce monsieur, je le remercie. oui, vous pouvez parce que ça reste bien en tête et c'est vraiment, c'est super bien qualifié. Cette forme d'insolence, mais en fait, finalement, de liberté de ton, quoi, qui fait que vous dites, ce que vous pensez et puis vous dites aussi, les choses qui vous arrivent, quoi, enfin, ce qui se passe vraiment et en fait, ça peut être pris comme de l'insolence alors que c'est finalement juste la réalité de ce que les gens disent. Oui, exactement, c'est souvent, ce qu'on reproche d'ailleurs, parfois aux femmes ou aux personnes racisées, c'est de mal réagir, à ce qu'on leur dit ou de des fois juste raconter ce qu'on te dit, ce qu'on te fait déjà, souvent c'est trop, quoi. Mmh. Les gens supportent pas, donc bon. Alors maintenant qu'on a un petit peu élucidé la question de ce super personnage, peut-être, vous avez plein d'approches différentes. Vous décrivez beaucoup de situations complètement différentes, parfois du point de vue des animaux, parfois du point de vue d'un salon de veggie. J'ai l'impression qu'il y a toujours, en fait, au centre de ce que vous faites, les difficultés de communication entre véganes, on va dire, grosso modo, et les autres humains. Véganes ou défenseurs des animaux, enfin voilà, grosso modo, ce monde-là. Et j'ai l'impression que oui, c'est vraiment ça qui forge, en fait, ce qui vous inspire, quoi, ce que vous avez envie de mettre sur papier, quoi. C'est-à-dire, est-ce que pour vous, l'humour, c'est une façon de combattre quelque chose? Pas juste montrer, finalement, ce qui vous arrive? Ou est-ce que c'est aussi une façon de dénoncer et cetera, quoi? Probablement que, si je fais les choses avec humour, c'est peut-être plus lié à ma personnalité qu'à une véritable stratégie, parce qu'il faudrait déjà que je sois capable de faire autre chose ou voilà. L'humour et puis en particulier en France, le dessin de presse et tout, c'est quand même un peu une tradition qui, je suis pas la première quoi à utiliser ça, comme outil militant quoi et du coup oui pour moi c'est du militantisme un peu avant, d'être de l'art quoi. Moi ce qui m'intéresse vraiment c'est de changer le monde quoi, c'est pas de raconter ma vie, hein. D'ailleurs, si l'exploitation animale était abolie demain, j'arrêterais de faire de la BD, je passerais à autre chose, je dis: «Bah c'était bien, allez suivant». C'est vrai, il y aurait pas Voilà. d'autres, justement, c'était une question que j'avais prévu de vous poser plus tard, mais je peux la poser maintenant. Il y aurait pas d'autres causes, qui feraient que, vous seriez, bon, évidemment dans un monde idéal, il y aurait plus du Mmh. tout de de problèmes, mais Voilà, si, il y aurait d'autres causes, mais bon, en peut-être pas au abolissant le point de spécisme, on a aussi aboli tout le reste, donc moi je pars en vacances. Voilà. OK, c'est ça votre plan, en fait. Oui. Oui, d'accord, donc c'est vraiment militant, c'est pour montrer quelque chose, donc je me demandais aussi si c'était une façon justement, par l'humour d'être un peu en thérapie avec soi-même, de faire quelque chose qui fait du bien aussi. Alors, c'est pas vraiment, mon objectif, mais c'est le résultat quand même. Mmh. Et moi, quand j'ai traité, un sujet en BD, par exemple, j'ai traité le cri de la carotte en BD, les gens qui disent: «Oui, mais les carottes, elles crient et tout». Donc j'ai fait le tour de la question dans une BD, j'ai mis, les données sur la sentience, le système nerveux, la quantité de végétaux qu'il faut pour produire des animaux et cetera. Je fais 2-3 blagues, je finis la BD, je la publie et pour moi, la question, elle est finie, voilà, c'est, maintenant, quand les gens me disent ça, ça me rentre par une oreille, ça sort par l'autre, quoi. Oui, Donc oui, effectivement, il y a un peu de ça, c'est pas vraiment un objectif, mais c'est le résultat, quoi. ouais. Bon, c'est bien aussi, Voilà. que ça profite un petit peu. Parce que c'est vrai que dans le militantisme, il y a aussi, un besoin de bon, il y a une volonté de changer le monde, mais il y a Mmh. aussi un besoin de satisfaire quelque chose qui manque en nous et il y a des formes de militantisme différentes selon les personnalités. Oui, voilà, de toute façon, on peut pas rien faire parce que la Ouais. situation des animaux, elle est tellement terrible que ne rien faire, vraiment, ça me ferait péter un câble, quoi. Je sais pas comment on peut, rester, insensible et froid et continuer à manger de la viande, tout ça, quand on voit ce qui se passe, quoi. C'est hallucinant. Et qu'est-ce qui a vraiment, fait que vous êtes devenu adulte, cet adulte justement qui est passé, au véganisme, Est-ce que ça a été soudain? Est-ce que vous avez changé tout de suite? Est-ce que vous avez eu des phases? Et est-ce qu'il y a eu des éléments vraiment marquants? J'imagine que oui. Et beh, la façon dont ça s'est déroulé, c'est que j'avais, une colocataire qui était végétarienne, hein. Et bon, moi, je lui avais pas spécialement, posé de questions ou quoi que ce soit, elle m'en a jamais parlé non plus et tout. Et au bout de quelques mois de colocation, je me suis renseignée sur ce que c'était, le végétarisme et que mangeaient les végétariens
et pourquoi il faisait ça et comment il faisait pour être en bonne santé. Voilà, j'avais vraiment pas trop d'idées préconçues sur la question. J'avais déjà entendu le mot végétarien et végétalien dans des fiches du journal de Mickey dans les années 90, mais c'est tout. C'est la seule Ah référence que ouais, j'avais. Oui. pas mal. C'était les 4 petites fiches à la fin du journal de Mickey. Il y avait 4 fiches à découper. Devant, il y avait une question et derrière, il y avait la réponse et il y avait écrit, «Qu'est-ce que c'est un végétarien?» Derrière, il y avait la réponse et bref, c'est la seule fois que j'avais entendu parler du terme. Donc du coup, bref, quand je me suis retrouvée, face à cette colocataire, j'étais pas, spécialement informée ou tout ça. Donc je me suis, renseignée sur internet et en fait, là, disons que moi, je me voyais un peu comme une personne, plutôt éduqué, qui se fait pas avoir, facilement, qui croit pas tout ce qu'on lui dit, qui est athée, qui est de gauche, non, une personne plutôt avec de l'esprit critique, on va dire. Mmh. Et là, j'ai vu qu'en fait, on s'était foutu de ma gueule. Alors moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Je me dis: «Putain, je me suis fait arnaquer. Tout ce temps-là, j'ai mangé de la viande alors que c'est complètement contraire à mes valeurs de faire du mal à des individus, sans nécessité». Mmh. Et c'était complètement contraire à mes valeurs et pendant des années, je pensais que j'avais l'esprit critique et tout ça et en fait, bah, non, pas du tout. Je me suis rendu compte que c'était foutu de ma gueule et que j'y avais cru, voilà et j'étais trop en colère Ah ouais. et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, puisque c'est ça, puisque manger de la viande, ça apporte tous ces problèmes, que c'est nuisible aux animaux, à l'environnement en plus et tout, bah, j'arrête, quoi» et le Vous avez problème pardon. Pardon, vous avez trouvé facilement, en 2006 justement des informations là-dessus, Non. Non? Non, franchement, il fallait aller fouiller au fond d'internet pour trouver une étude sur des adventistes du 7e jour, il y avait déjà des informations sur la B12, donc ça a toujours plutôt bien circulé, le fait Mmh. qu'il fallait prendre de la B12, donc voilà, chers auditeurs, prenez de la B12, c'est Ouais, important. très important. Et les informations que je voyais, c'était même pas des sites militants, c'était moi les informations, je les ai eues sur des articles de presse qui parlaient, de l'élevage, en Amérique latine, qui parlaient, du problème de l'appropriation des terres, de l'entonnoir calorique, voilà, c'était pas des sources militantes. L214 n'existait pas, quoi. Mmh. Après, c'est avec joie que j'ai vu apparaître, l'émergence d'associations, de médias et tout, qui se saisissaient de la question. Et vous étiez, Ouais. végétarienne, donc au début, c'est ça, comme votre coloc? Ouais, mais ça en fait, j'avais compris de suite que les œufs, le lait, tout OK. ça, ça faisait partie du même problème, hein. Mais je me disais: «Bon allez, peut-être, socialement, peut-être que je vais continuer les œufs et le lait, tout ça» et puis en fait, bah, j'ai aligné mes pratiques et mes valeurs, en quelques mois, quoi. J'ai pas, OK. je me suis revendiquée un peu, alors végétalienne, parce qu'à l'époque, le terme vegan, il était pas trop utilisé, on utilisait végétalienne. Je me disais: «Ouais, je vais être végétarienne et tout», mais je me suis rendu compte que j'étais végétalienne et Mmh. voilà, Ouais. quoi. Ouais, du coup, vous êtes définie comme ça, C'est ça. ouais. Donc du coup, très vite, des jugements autour de vous et cetera. Très vite, le dessin revient. Très vite, ce personnage-là et puis le militantisme et finalement, vous avez du succès peut-être sur, le blog et puis après peut-être les réseaux sociaux qui arrivent et cetera. Est-ce que vous avez, rapidement peut-être des retours de personnes qui vous lisent? Est-ce que vous sentez que vous avez une sorte d'influence, qu'il y a quelque chose qui se passe? Oui, en fait, j'ai vu de suite, hein, je me rappelle au début de mon blog, il y avait, 40 personnes qui venaient, voir le blog tous les jours et moi j'étais là: «Oh mon Dieu, il y a 40 personnes qui m'écoutent» et c'était énorme et d'ailleurs, c'est toujours énorme. Des fois, on fait un post, on a 12 likes, on n'est pas content et je dis: «Mais imaginez ce que c'est d'être, dans une pièce avec 12 personnes, quoi». Enfin, c'est vraiment beaucoup de monde, 12 personnes. Donc du coup, bah, pour moi, c'était déjà, dès le début, j'étais là, ah ouais, il y a des gens, ils vivent la même chose que moi et puis ils sont nombreux et puis ils me laissaient des messages pour dire, «Merci, ça m'a fait trop du bien ce que tu as dit et tout, je pensais que j'étais seule à ressentir ça», voilà, ce genre de choses, hein. C'est pas que ça m'a incitée à continuer, mais oui, ça a rendu plus confortable le fait que j'avais décidé de continuer de toute façon. Mmh. Et alors, vous vous attaquez à des sujets, de taille et j'ai bien envie de parler du salon de l'agriculture parce que vous faites une chronique sur le salon de l'agriculture depuis, 2018 je crois, Oui, si c'est je me ça. trompe pas, mais je Ouais. pense que vous y étiez allé déjà avant parce que moi quand je personnellement, quand j'ai connu vos dessins, je suis devenue, végane en 2014 et je crois que cette année-là, vous avez fait déjà un dessin sur le salon de l'agriculture. Je me rappelle très bien, c'était 2 cases. Il y avait toute une famille, parents, enfants, devant une vache qui disait: «Oh qu'elle est mignonne» et la case du dessous, c'était, «Bon, on la bouffe maintenant?»
Et Ouais. là, je crois que j'ai trouvé ce dessin, je l'ai affiché chez moi pendant des Oh années. non, c'est pas vrai! Ah bah si, parce que enfin, je veux dire, c'était tellement énorme, succinct, direct, vraiment, je veux dire, là, je crois qu'on peut pas démonter un argument comme celui-là, quoi. C'était vraiment un truc de fou et donc je pense que vous étiez allés au salon de l'agriculture avant. Mais alors déjà, plusieurs choses à Oui. dire. Déjà, bah, vous voyez que, j'ai pas eu besoin de faire grand-chose pour, faire ce dessin. Juste les gens, ils disent littéralement ça. Ils sont devant les vaches et ils disent: «Oh gna gna, trop mignonne et tout» et après ils mangent un steak. Enfin vraiment, Tout à fait, ouais. j'ai rien à inventer, hein, ça s'écrit tout seul et par contre, bah, non, j'étais pas allée au salon de l'agriculture, hein, je le voyais à la télé, D'accord, tout simplement, d'accord. comment ils nous en abreuvent chaque année. C'est un marronnier, le marronnier le plus insupportable avec, le plus jeune qui a eu le bac et le plus vieux qui a eu le bac, j'en peux plus de ça. Oui, ça a un peu moins de conséquences sur les animaux, le bac. Oui, voilà, non, c'est pour ça que j'ai pas fait de BD sur le bac. Mais oui, là, pour le coup, le marronnier du salon de l'agriculture, au moins, on sait ce que ça leur fait. Mmh. Et alors, du coup, qu'est-ce qui vous a décidé à y aller? Parce que c'est quand même une petite violence d'aller là-bas, quand on est déjà, convaincu. Comment vous êtes décidé à y aller? Qu'est-ce qui a fait que vous avez supporté, ça? La première année, en fait, ce qui m'a décidé à y aller, c'est que j'avais lu des chroniques dans Charlie Hebdo. Où, il y avait un dessinateur qui allait, je sais plus lequel, qui allait, dans des événements comme ça et qui faisait une petite chronique, en format, format long sur, l'événement et juste il racontait ce qu'il voyait. Il faisait pas spécialement d'analyse ou quoi que ce soit et je me suis dit: «Mais il y a personne qui fait ça sur le salon de l'agriculture. Bah, j'y vais demain, quoi». Enfin, voilà, c'était le week-end, j'ai pris mes billets de train, je suis arrivée, crevée et tout et je me suis dit avec cette idée-là de faire une petite chronique, en une page, comme dans Charlie Hebdo, mais bon, pour mon blog, quoi. Et en fait, je commençais à parler aux gens et tout, et c'est hallucinant. C'était comme mon quotidien, mais en 1000 fois pire, en fait. C'est vraiment le salon de la dissonance cognitive, quoi. C'est le salon du spécisme et tout. Les gens sont vraiment très forts. Enfin, je vous renvoie mes BD pour voir ce qu'ils disent là-bas, que ce soit le public ou les exposants, hein. Vraiment, c'est une espèce de grande messe à la gloire de l'élevage, où les gens se convainquent entre eux du bien fondé de ce qu'ils font. Mmh. Le salon de l'agriculture, en fait, ils ont un peu le cul entre deux chaises, si j'ose dire. C'est que, ils sont à la fois, dans le business, l'agro-industrie et tout et donc il y a une partie avec, la sélection génétique, les meilleures races, les plus grosses mamelles et tout machin et une autre partie pour dire: «Ah oui, oh regardez, c'est traditionnel, c'est bien, ils sont sur de la paille et tout», donc ils jouent un peu sur ces 2 tableaux et ça donne des trucs, incroyables, quoi et du coup, ils essayent même pas trop de bien traiter les animaux et en fait, on est tellement, matrixés par le spécisme qu'on le voit pas tellement, la Mmh. maltraitance, ils essayent pas de la cacher, mais on la voit pas. C'est paradoxal, Oui, c'est parce qu'en fait, finalement, pour nous, bah, une vache, c'est attaché, enfin pour nous, non, mais oui. pour la plupart des gens, une vache, c'est attaché, un lapin, c'est en cage, c'est normal. Oui, voilà, Alors c'est qu'en ça. fait, nous, on sait que enfin, Ouais, nous, on ouais. voit cette maltraitance, quand on est antispéciste ou à un minimum, sensible, à ce que les animaux endurent ou si, par exemple, on vit avec des animaux. Enfin, moi, j'ai entendu des gens, quand je suis allée au salon de l'agriculture, se rendre compte, en fait, une fois Mmh. sur place: «Ah mais là, il y a un truc qui va pas. Oui. Là, cet animal-là, il est pas bien». Donc on sent que c'est des gens qui, peut-être, ont une relation avec un animal dans la vie, qui mangent de la viande, qui tout ça. Mais en fait, là, ils se rendent compte qu'il y a un truc bizarre. C'est pas la plupart des gens, mais voilà, enfin, il y a des gens qui le voient quand même. Oui, oui, c'est ça et il y a eu des études en psychologie sur ça. Il y a régulièrement des gens qui se rendent compte qu'il y a un problème. Alors soit, bah, parce que comme, vous dites, ils ont vu des animaux, au salon de l'agriculture ou alors parce qu'ils ont vu une vidéo de L214 et tout ça Mmh. et en fait, ils voient, un problème, gigantesque. Mais après, autour d'eux, rien ne change. En fait, ils continuent à marcher, à passer devant la boucherie tous les matins, leurs proches, ils continuent à manger de la viande et tout et au bout d'un moment, ils se disent, «J'ai dû rêver, j'ai du mal comprendre», voilà et ils reviennent un peu à leurs anciennes habitudes ou anciennes idées, anciennes valeurs et du coup, il y a tout un enjeu, pour le mouvement antispéciste de, changer cette culture-là, quoi. Enfin, de donner quelque chose à quoi s'accrocher aux gens, qui, tout à coup ont une révélation, on va dire, mais qui sont tout seuls à l'avoir et du coup, ils ont besoin, en fait, de soutien et d'une accroche pour pouvoir, mettre en cohérence, leurs valeurs et leurs pratiques. Et oui, et d'ailleurs, c'est peut-être ça justement le carnisme, c'est-à-dire que ben, il y a des gens qui peuvent s'apercevoir de choses et puis ils se disent bah non, en fait, c'est normal Mmh. ou c'est naturel ou c'est Oui, nécessaire, c'est ça. comme le dit Mélanie Joy.
Et maintenant, elle a ajouté nice, qui pourrait être traduit par agréable, chouette. mais on peut dire sympa. n'agréable. Ouais. Pour que ça N'agréable, pour faire un 4e N. Et puis, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a ce côté social qui peut prendre le dessus sur certaines personnes qui n'ont pas envie de faire des vagues, qui n'ont pas envie d'être vues comme quelqu'un qui est extrémiste, etc., ce que vous nous avez décrit. Ou alors, même, parce qu'il y a les deux inverses, c'est-à-dire il y a ceux qui nous disent on est Hitler, on est je sais pas quoi, fasciste, je sais pas quoi. Et puis il y a ceux qui vont dire bah non, mais ça c'est le monde des bisounours. Vraiment, les véganes, vous vivez dans un autre monde, etc. Moi, j'ai envie de dire quelque chose là-dessus, c'est-à-dire que je me demande qui, d'eux ou de nous, vit dans le monde des bisounours. On est d'accord ou pas? C'est ce que j'allais dire, le monde des bisounours, c'est eux qui vivent dedans. Enfin, le monde des bisounours, c'est un monde un peu fantasque, pas très logique, un peu tout va bien, voilà, c'est pas les véganes qui vivent là-dedans, hein, clairement. Bah ouais, c'est clair. C'est les carnistes qui sont drogués avec des couleurs pastel, là. Franchement. Oui, la vache qui est heureuse, le cochon qui est content de se faire découper sa jambe, tout ça, c'est bisounours. Et puis, c'est eux aussi qui... comment dire? Les gens qui vont dire, oui, le monde des bisounours, machin. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui vont se dire non, je veux surtout pas avoir. D'ailleurs, ça apparaît très souvent dans vos dessins. Je veux surtout pas avoir cette vidéo d'abattoir, alors que en fait, ils continuent d'en manger. Enfin, il y a vraiment cette contradiction là, quoi, qui est très forte. Les psychologues étudient ça pas mal, mais il y a vraiment un effort très important de la part des carnistes pour maintenir en fait leur vision d'eux-mêmes en tant que bonne personne ou personne qui fait les bonnes choses et ce qu'ils font réellement. C'est vraiment un effort où ils se voilent la face de façon très très méthodique pour arriver à faire ça. Et moi, c'est ce que j'ai pas réussi à faire. Je me suis dit, je me suis fait niquer. Et voilà, c'est ça. C'est là cette colère qui est sortie, quoi, effectivement. Ouais. Qui doit être la colère de pas mal de monde. Alors vous êtes moins bisounours du coup. Pour le coup, on peut pas vous accuser d'être bisounours. Pas trop. Mais c'est ça qui est bien. Et je pense qu'il faut justement certainement un peu les deux. Alors, je veux dire un côté un peu trash, quoi. Ça va forcément toucher certaines personnes qui en ont besoin et d'autres qui ont besoin d'autre chose. Mais c'est pour ça que les formes différentes de militantisme sont importantes, quoi. Ah oui, moi je prétends pas parler à tout le monde. Peut-être quelqu'un qui est un peu plus bisounours, c'est Guillaume Meurice. Bah oui, lui, c'est le chef des gentils. Et justement, vous avez fait une BD, un des salons de l'agriculture où vous êtes allé au salon avec lui. Alors, vous en avez tiré une BD où il est un peu présent, voilà. Comment vous est venue cette idée? Elle vient de vous, elle vient de lui? Et comment ça s'est passé? Alors, c'était parce que Guillaume Meurice, il avait fait la préface d'un de mes bouquins. Ils sont parmi nous. Et du coup, on est resté en contact après parce qu'on partage plein de trucs et tout. Et il va chaque année, il allait chaque année au salon d'agriculture faire sa chronique. Les micro-trottoirs qu'il faisait pour aller parler aux gens. Et, voilà. Et d'ailleurs, Guillaume Meurice, il me semble bien qu'il a dit qu'il était devenu végétarien en interviewant une petite fille au salon de l'agriculture. Tout à fait. Il disait alors, tu vois le cochon, qu'est-ce que ça te fait de le manger et tout. Et donc, du coup, après, il s'est dit que cette question s'appliquait à lui aussi. Et c'est comme ça qu'il est devenu végétarien. Et donc, on était restés en contact et moi j'ai dit, si tu vas au salon, vas-y, on y va ensemble, ce sera rigolo et tout. Et en effet, ça a été rigolo. Alors déjà, j'ai découvert un peu les dessous de ses chroniques et il y a des trucs qui m'ont fait tellement marrer. Par exemple, il me disait... Tiens, là-bas, regarde, il y a un groupe de mecs, on y va. Il choisissait spécifiquement les groupes de mecs et je dis pourquoi tu choisis les groupes de mecs? Ouais, mais parce que comme ça, ils s'ambiancent entre eux, ils roulent des mécaniques et tout, et après, ils disent des conneries. Alors, il n'y a pas que les groupes de mecs qui disent des conneries, mais c'est une valeur sûre. Et ensuite, ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui le reconnaissaient et qui se disaient moi, je peux l'avoir. Moi, je peux avoir Guillaume Meurice. Pas mal. Moi, je peux argumenter contre lui et tout, machin. Et en fait, non. Personne pouvait. Il finissait toujours par poser la question de trop. Non, il a vraiment le chic pour vraiment pointer, appuyer là où ça fait mal, pointer du doigt toutes les contradictions. Mais un peu comme vous faites vous, d'ailleurs. C'est pas mal de ce côté-là. Ouais. C'est un peu votre même fonctionnement. Oui, c'est un peu la même chose. Je prétends pas avoir son talent, mais c'est un peu la même démarche quand même, quoi. Oui, vous avez vraiment
la même façon de fonctionner, je veux dire dans la façon de réfléchir et de pointer du doigt, ce qui est, complètement contradictoire chez les gens et cetera. Enfin, c'est vraiment, les mêmes mécanismes que vous avez lui et vous, quoi. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je transpose, les situations ou j'inverse les situations parce que, moi, je vois déjà l'absurde qu'il y a, dans la façon dont on exploite les animaux et tout. Je vois que c'est complètement con, enfin, c'est vraiment un système cruel, inefficace et tout. Mais apparemment, les gens ne le voient pas. Donc du coup, je transpose, dans d'autres, univers, par exemple, pour que ce soit visible. Donc par exemple, pour moi, ça me paraît complètement débile hein, que, des chasseurs, partent avec des fusils dans la forêt pour aller, réguler des sangliers. Enfin, vraiment, c'est super con. Mais, les gens se disent pas ça. Enfin, Mmh. les chasseurs, il y a quand même pas beaucoup de monde qui les aime, mais, il y a quand même des Ouais. gens qui se disent pas ça. Du coup, je me dis: «Bon, mais d'accord, mais si c'était sur une autre planète, est-ce qu'on enverrait des chasseurs par fusée pour aller réguler sur une autre planète?» Enfin, voilà. Et là, du coup, les gens, ils se disent: «Ah oui, c'est vrai que là, il y a un problème, hein», Ouais. voilà. Oui, effectivement. Alors justement, c'est Franck, qui nous avait parlé de cette, super, ce super, dessin-là avec les vachoïdes, Voilà. qui seraient sur une autre planète et puis là, on enverrait des chasseurs réguler les vachoïdes parce qu'elles seraient, évidemment trop nombreuses. Mais sur cette planète, il y a aussi des extraterrestres, humanoïdes, qui se trouvent être véganes et du coup, ils ont apporté du houmous et quand, le cosmonaute chasseur les découvre, il dit: «On annule la mission tout de suite, ils vont nous casser les couilles, hein». Et là, ce serait possible sur une autre planète. Voilà. Bon, voilà, il suffit juste de transposer maintenant. Oui, non, mais quand on transpose, c'est tout de suite beaucoup plus clair, hein. Mais oui, c'est clair. Mais même dans d'autres situations du quotidien, vous arrivez à transposer vraiment, mais si ce truc-là, on le mettait dans une autre situation, Oui, voilà. par exemple les noms les fameux noms Oui. des végétaux, enfin des comment dire? Des simili-carnés et il y a eu tous ces gros débats sur est-ce qu'il faut qu'on dise steak végétal? Est-ce qu'il faut qu'on dise yaourt, lait? Enfin tout ça. Mais ça, c'est pareil, il suffit juste de faire des comparaisons et justement dans le nouveau livre, il y a tout un chapitre comme ça enfin avec toutes les transpositions possibles qui paraissent normales ou pas normales. Je trouve ça génial. Oui, Peut-être vous voilà, pouvez nous décrire ce petit moment-là de la BD qui est vraiment tordante, quoi. bah, en fait, l'idée, voilà, c'est que l'industrie, de l'élevage, elle a, intérêt à ne pas faciliter, la transition vers une alimentation végétale et du coup, une des stratégies qu'elle a pour ne pas faciliter cette transition, c'est, d'empêcher les produits végétaux d'être nommés avec les mêmes noms que les produits animaux. Par exemple, on peut pas dire un steak de soja. Alors, je sais plus où ça en est, franchement, en termes législatifs, surtout à l'heure de la sortie de l'épisode, je sais pas si ça va être autorisé, interdit, enfin, C'est j'en sais possible rien. que ça change de Ça change tout le temps. Alors on peut pas dire crème de soja. Ah ouais, mais pourquoi on peut dire crème de coco alors? Tu vois? Enfin, Ouais. mais ça c'est enfin, pour moi, c'est des choses qui sont évidentes et pour beaucoup de véganes aussi. Enfin, genre vraiment tous les véganes que je connais, ils disent ça, ils le comprennent de suite et tout, mais pour une raison bizarre, les carnistes, non. Ils disent: «Non, si c'est steak, faut que ce soit de la viande», je dis: Ouais. «Ah bon? Bah, ouais, pourtant il existe des steaks de poisson, le poisson c'est pas de la viande et tout», enfin voilà. Oui, il faut que ce soit un Ouais. animal, un truc Mmh. vraiment, oui, oui, ils ont vraiment, ce truc-là. Alors c'est marrant parce que vous avez mis un petit personnage à chaque fois qui dit: «Oui, non, oui, non, Ouais, ils oui, donnent non». pas de justification, hein. C'est, oui, non, mais enfin, tu vois, on voit que c'est le hasard. Enfin, on a l'impression que c'est le hasard, mais, c'est les vrais, la vraie loi, mais on a l'impression que c'est le hasard Ouais, qui ouais, c'est décide. ça. Non, non, on se rend bien compte que c'est que quand c'est végétal et un peu nouveau parce qu'effectivement, Ouais. lait de coco, Oui, il y a bah, pas oui. de problème en Bah, fait. non, Jamais non, personne n'a remis ça en question. bah, non. Mais lait de soja, bah oui. C'est un coup, Alors c'est très bizarre. Il y a aussi, crème solaire, crème démaquillante, crème de marron. pour la petite anecdote, il y a, un compte Instagram que j'aime beaucoup qui s'appelle, Animal Timeline, je conseille de le suivre, sur lequel j'ai appris récemment que, il y avait en Chine, il y a vraiment très, très longtemps, en Chine ancienne, une sorte de magistrat qui voulait développer, le tofu dans l'alimentation et pour ça, il proposait de nommer le tofu, mouton de l'adjoint au maire. Du coup, on a commencé avec mes potes à toujours appeler le tofu mouton de l'adjoint au maire. Donc, «Ah, est-ce que, tu veux du mouton de l'adjoint au maire, fumé ou tu veux du mouton de l'adjoint au maire à la japonaise?» et tout. Donc du coup, bon, on voit bien qu'on a besoin de noms plus simples, en fait, pour nommer nos aliments. Bah oui, évidemment, évidemment. Et tofu, ça marche très bien. Alors justement, comment vous travaillez en fait? Bon, il y a les situations que vous vivez Mmh. évidemment, mais vous faites aussi beaucoup de recherches, de prise de notes, j'imagine, En fait,
Je trouve que les situations, du quotidien, elles sont intéressantes à décrire, hein, mais si on n'a pas, quelque chose d'un peu plus sourcé, un peu plus solide, scientifiquement derrière, hein, on reste un peu limité dans ce qu'on raconte quand même. Mmh. Et moi, j'aime bien, étayer mes propos et du coup, ce que je fais, ben, quand je commence à voir quelque chose qui va devenir une BD, bah, je commence à me documenter, je lis énormément, toute la littérature, anticipée, et je suis aussi, public des toutes, les conférences, universitaires qui peuvent exister sur le sujet, sur les réseaux de chercheurs qui ont la gentillesse de partager leur travail, et cetera. Donc je prends des notes sur ça et ensuite avec les notes, hein, ouais, je formule, enfin je forme une sorte de scénario et après, bah, j'illustre le Mmh. scénario, quoi. Et je réfléchis pas à des blagues, hein, Ça vient tout seul? genre, j'ai même pas l'impression que j'en fais, quand j'écris, quoi. Enfin, c'est Ouais. juste, C'est la situation, c'est enfin, une c'est fois vraiment ouais, voilà, c'est une fois que je le lis, après je me dis: «Mais ouais, en fait, c'est rigolo, en fait, ça marche. Mais il y a un autre type de travail, par exemple, vous parlez de manger local, de manger Mmh. bio, qui peut avoir ses vertus et tout. Moi, je dis pas le contraire, je suis plutôt pour ce Mmh. truc-là, il y a pas de problème. Mais le problème, c'est que ça invisibilise complètement le fait de faire souffrir des animaux pour les manger parce que, bah, comme c'est local et bio, bah, c'est bon, allons-y, on peut les tuer, on peut les assassiner, on peut les réduire en bouillie. Et justement, vous arrivez à trouver les études, parce que je pense qu'il y en a plein, qui étayent que, en fait, bah non, ce serait finalement plus efficace en termes d'écologie. Oui, voilà, en fait, malheureusement, les gens alors je dis malheureusement pour eux et malheureusement pour les animaux et pour l'environnement, ils mettent une énergie folle dans des actions inefficaces et moi je me dis: «Avant de faire une action, il faut quand même regarder si elle est efficace ou pas» Ouais. et bah, par exemple, manger local ou zéro déchet, ça a quasiment zéro impact. Enfin, vraiment l'impact, il est archi faible et du coup, je trouve que ça vaut pas la peine de se casser les pieds, pour ça. Après, on peut, hein, mais c'est pas là qu'il faut mettre la majorité de ses efforts. Et oui, il y a des études, par exemple, sur, cette fameux graphique, qu'on trouve tout le temps sur, Our World in Data, pardon pour l'anglais, où on voit bien que, par exemple, le transport, il est quasiment invisible dans le graphique tellement c'est peu. Donc, Le transport des le aliments, transport des aliments, ouais. exotiques, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc en fait, je crois qu'ils avaient montré que pour que 1 kilo de banane pollue autant qu'1 kilo de mouton local, il fallait qu'il fasse je sais plus combien de fois le tour de la terre en avion, pour que ça pollue autant. Donc vraiment, ouais, moi j'aimerais bien que les gens, se renseignent un peu plus avant de se lancer à corps perdu dans, ouais, du zéro déchet, du bio, du local, quoi. L'important c'est le végétal. Ouais, l'important, c'est végétal. Même si on reste que sur comment dire? Sur les préoccupations, environnementales, vraiment le plus important, c'est le végétal. Ah oui, 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 hein. Et en plus de ça, il se trouve qu'il y a des animaux qui vivent, des souffrances atroces, à cause de nous. Donc en fait, c'est bénéfique pour tout le monde. C'est vrai que c'est quelque chose que je comprends pas encore, comment c'est pas plus mis en avant, même par des militants écolos et cetera, quoi. Oui, oui, alors les militants écolos, ils se sont un peu appropriés le sujet, je commence à désespérer un petit peu parce que, Mmh. enfin vraiment, l'écologie à la papa, où, oui, on doit manger, de la vache avec un béret et une chemise à carreaux, enfin, ça va 2 minutes, quoi. Donc moi, je suis très contente, d'avoir vu apparaître, principalement des femmes politiques, qui, Mmh. se saisissaient de la question, même si, Marine Tondelier nous l'a faite à l'envers, là, avec le comté récemment. Et oui, on peut rappeler cette petite, histoire-là du comté. Donc il y a Pierre Rigaud qui a fait une chronique, sur France Inter, sur le comté, en disant que cette production pollue énormément, en Mmh plus mh. de ce que ça fait subir aux vaches. Ça a fait une sorte de tollé, politiquement. Et Marine Tondelier alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Bah, elle s'est prise en photo en train de dire: «Non, non, c'est pas vrai, les écolos sont pas contre le comté, regardez, on mange du comté». Et j'ai trouvé ça hallucinant et du coup là, bah, pour revenir sur l'histoire de, transposer, faire des parallèles et tout, Ouais. moi je me suis dit: «Mais et si elle faisait ça, pour, l'avion?» C'est parce que les écolos ils disent: «Ouais, l'avion ça pollue». «Ah non, regardez, je prends l'avion, je fais Paris-Dubaï tous les matins et tout», enfin, elle a pas fait ça. Enfin et si elle l'avait fait, tout le monde se serait dit: «Mais elle est tarée quoi», enfin Bah oui. et pourtant avec le comté, c'est passé. Et genre il y a juste les végans qui se sont dit: «Mais ça va pas la tête quoi», enfin, Ouais, là, elle a lâché complètement elle a le truc. craqué. Non, mais c'est important parce que c'est vrai que le zéro déchet, le manger local, le manger bio et cetera, c'est vrai qu'on peut se poser la question à quel point, effectivement, c'est une dépense d'énergie énorme pour, tout un chacun. Mmh. Mais en fait, est-ce que l'action collective, justement, à quel point est-ce que les politiciens et justement des gens, comme Marine Tondelier, entre Mmh. autres évidemment, pourraient en fait se saisir de tout ça? Comment est-ce que, au niveau politique, ça pourrait devenir beaucoup plus gros et
pas qu'il y ait que des gens comme ça dans leur coin qui agissent, quoi. Bah, en fait, c'est un peu, je pense, ce questionnement, c'est un peu ce qui a mené à la création du parti animaliste. Le parti animaliste, il cherche pas spécialement à être élu, mais c'est des gens qui se disent, «Mais c'est pas possible que personne se saisisse de cette question, donc du coup, bah, nous, on va le faire et on va juste piquer des voix à ceux qui en parlent pas» et du coup, Mmh. comme ça, les gens, s'ils veulent récupérer, les voix que nous, on a, bah, ils vont en parler. Ouais. J'ai trouvé plutôt bien cette stratégie-là, mais bah, ça reste trop faible. La question animale, elle est quand même rentrée dans le débat public, hein, depuis 2015. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué. C'est vraiment devenu un sujet et tout, mais c'est toujours pas assez parce que c'est une urgence absolue et le traitement politique, il est pas du tout à la hauteur de l'urgence. Et donc justement, pour être à la hauteur de l'urgence, à qui s'adresse votre travail? Est-ce que vous avez des retours d'ailleurs de personnes qui lisent votre travail, qui sont touchées par ce travail? Bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de véganes. Mhm. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi? Est-ce que vous voulez vous adresser à vraiment au plus de monde possible? Est-ce que vous pensez à ça? Alors oui, j'y pense, mais j'ai pas tellement trouvé de réponse. C'est un peu bizarre le processus de création. Juste, c'est un truc où je me dis, mais il faut dire ça, il faut clarifier ce truc et tout, et il faut le faire. Genre, ça me semble une obligation morale. Et Vous après, clarifiez un problème, vous voulez voilà. dire ce que vous mettez sur BD, une contradiction, etc. Pour vous, ça c'est important de le dire, quoi. Ça Voilà, veut c'est dire ça. que- Et je me dis, à un moment, je sais pas, il y a les éleveurs, par exemple, hein, qui fistent des vaches et la zoophilie est interdite. Alors qui fiste, ça veut dire oui, pardon, au cas où. Pardon. Il y a mon papa et ma maman qui écoutent et ils savent pas ce que c'est. Et la zoophilie est interdite. Et je me dis à un moment, mais il faut clarifier cette situation. Il faut que quelqu'un se coltine de dire il y a un problème. Alors attendez, juste du coup, fister, c'est un mot pour dire qu'ils mettent leurs bras dans les organes génitaux Voilà, c'est ça. des vaches. Mais ça, on peut le dire d'ailleurs, c'est une pratique qui n'est pas zoophile, qui est faite. Enfin, vous pensez à l'insémination artificielle, Oui, par voilà, exemple? ouais, sans laquelle l'élevage ne peut pas perdurer, hein, à l'heure Oui, actuelle. parce que effectivement, la plupart des vaches sont inséminées artificiellement, pas que des vaches d'ailleurs. Bon, il y a tout un tas de métiers très sympas dans l'élevage, hein, donc les inséminateurs, les masturbateurs de dindons et tout. Voilà, pour vos jobs d'été, pensez-y. Non, surtout pas. Si on pouvait arrêter ça. Et oui, donc du coup, vous comparez ça à la zoophilie, vous? J'ai toute une BD dessus dans Panique chez les carnistes, donc c'est plus compliqué que ça, évidemment, mais c'est quand même pas normal que on ait une activité économique qui puisse pas se passer de contact sexuel avec les animaux. C'est quand même un peu bizarre, quoi. Hmm. Alors que par ailleurs, on a une alternative à ces activités. Enfin, je veux dire, c'est pas tout à fait normal. Ouais. Tout ça pour dire que quand je fais une BD, je me dis, j'ai l'impression que genre il y a un truc, faut en parler, quoi. Enfin, il y a un éléphant dans la pièce et il faut le dire, quoi. Et alors, il y a pas que moi qui le fais, hein, juste, mais des fois, j'ai ma propre façon de le dire et tout. Après, sur les retours que les gens me font, il y a des gens qui aiment pas, hein, ils ont le droit, mais la plupart des retours que j'ai, c'est vraiment des retours super positifs. Je pense que juste les gens qui aiment pas, ils lisent pas, ce qui est une démarche très saine. Oui. Et les retours que j'ai de lecteurs, soit de lecteurs qui étaient déjà véganes ou végétariens convaincus, et ils sont positifs. Et des fois, je reçois même des trucs très touchants, du style qu'ils se sont sentis soutenus par des BD dans des périodes difficiles et tout. Je dis waouh, ça fait vraiment quelque chose qu'on me dise ça. Enfin, c'était pas planifié et tout, mais enfin voilà, des trucs vraiment très très touchants parfois, donc je les remercie. Et il y a aussi vraiment beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont devenus véganes après avoir lu la BD. En Ok. partie parce qu'ils l'ont lu et voilà. À une époque, je tenais un registre et puis j'ai abandonné. Vous avez abandonné les statistiques. Voilà, j'ai abandonné les statistiques, mais il y en a vraiment beaucoup. Je suis très contente. Ça m'étonne pas qu'il y ait ce genre de retour parce qu'en fait, il y a quelque chose d'exutoire dans ce que vous faites. Il y a quelque chose où on se dit mais oui, c'est exactement ça. Donc oui, ça m'étonne pas que vous ayez des retours touchants comme ça. En fait, parce que ça peut donner des arguments aussi, en fait, tout Oui, simplement. il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça, qui m'ont dit juste ça leur servait de manuel en fait, d'argumentation. Et j'ai trouvé ça cool. Bah oui, c'est génial, mais Ouais, ouais. bien sûr. Ah, même des gens qui l'ont filé et qui l'ont filé à leur gamin parce qu'au collège, il se faisait un peu harceler à cause de ça. Et du coup, il a appris par cœur les arguments et il les redisait. Et c'est devenu le cahier du collège, quoi. C'est génial. Donc, D'ailleurs, vous parlez de ça dans le nouveau livre. Il y a un moment donné toute cette partie sur le joueur d'échecs oui. qui avait appris toutes les combinaisons possibles. Bah oui, quand j'ai lu Le joueur d'échecs de Stéphane Zweig, je me suis dit, ça me rappelle un truc quand même, genre toutes ces parties qu'il connaît par cœur d'avance et il sait exactement ce que va faire son adversaire et tout. Alors bon, moi je considère pas les carnistes comme des adversaires en termes de débat, quoi. Moi
Voilà, c'est des opposants, des gens qui se trompent, hein, faut le dire et qui vont perdre la partie. Mais voilà, du coup, je me suis dit: «Ah bah tiens, vraiment, ça ressemble quand on fait un débat avec un carniste, on sait qu'il va dire ça et après il va dire ça et après il va dire ça» et c'est toujours pareil, à tel point que ça me donne l'impression qu'ils ont été dans une école exprès pour apprendre tout ça. Je me dis: «C'est pas possible qu'ils disent tous la même chose». C'est bizarre, j'ai l'impression qu'ils sont allés dans une école où moi je suis pas allée. Par exemple, quand ils disent: «Ouais, le cri de la carotte et tout», pourquoi ils disent tous la carotte? Pourquoi C'est c'est vrai. plus rarement une orange ou une betterave ou du raisin, quoi? Je me dis: «Ah, il y a un truc qui pop dans le cerveau des gens et bim, ils font ça et moi ça pop pas dans le mien, c'est bizarre et tout» et du coup, bah, voilà, ça fait une Il y BD. a beaucoup l'argument aussi, enfin l'argument, je sais pas si on peut appeler ça un argument, mais plutôt quelque chose qui les dédouane. Il y a beaucoup de monde qui dit: «Ah oui, mais moi je réduis vachement la viande en ce moment». Oui, alors, c'est pas vrai, hein. Peut-être qu'ils s'en rendent pas compte, je sais pas, mais Ouais, non, c'est je suis désolée, c'est pas vrai. on vous croit Bah, pas. si non, moi je les crois pas du tout, juste, je dis: «Oui, oui», parce que je vois qu'il y a une bonne intention derrière, mais, en fait, si vous allez, ouvrir le frigo de quelqu'un qui vous dit ça, il va être pareil qu'avant, hein. Genre, Ouais, vous verrez, des lardons Herta, vous verrez, le beurre, genre les pâtes aux œufs, ouais, ouais, c'est il y ça. aura les mêmes choses qu'avant. Oui, parce qu'en fait, peut-être que dans l'esprit des gens, c'est la viande en tant que plat. Oui, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils mangent pas une entrecôte aux frites au restaurant. Voilà. C'est juste ça. Mmh. Il y a vraiment, en fait, toute une mythologie carniste qui a ses propres, artefacts, quoi, qui a son propre univers culturel et du coup, bah, la viande, c'est, une grosse pièce de viande rouge grillée. Voilà, c'est pas un blanc de poulet ou du thon en boîte Bah oui, ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils mangent encore? Des trucs comme ça, quoi. plein de choses dont nous avons oublié l'existence après toutes ces années. Mais justement, comment leur répondre? Est-ce qu'il faut leur répondre? Peut-être pas. Peut-être parce que justement, il y a quelque chose d'une intention derrière qui est, bonne. Peut-être, leur répondre avec humour ou pas? Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Ça, c'est vraiment des grandes questions, à se poser, Moi, je me dis déjà, est-ce que c'est nécessaire vraiment de répondre aux gens comme ça de façon interindividuelle ou même sur Voilà, c'est ça. internet et tout, je suis pas, moi je suis pas, pour la stratégie, végétariste qui consiste à convaincre les gens un par un du bien fondé de notre action. Je suis plus pour des stratégies plus globales, plus politiques. Par exemple, bah, ce que fait L214 qui s'attaque au système, via les entreprises, via l'État, et tout. Donc, faut pas perdre trop de temps à répondre aux gens. Je pense que c'est quand même bien d'être à l'aise, sur, savoir quoi répondre et au cas où, voilà, mais c'est pas un objectif, prioritaire. Je l'ai pas dit, mais je trouve que ça revient bien à ce qu'on vient de se dire. Dans, Panique chez les carnistes, donc votre, nouveau, livre, vous avez eu, l'honneur d'être préfacé par, Pierre-Emmanuel Barré, qui a fait une super préface, je trouve. Oui, elle est trop bien. Elle est vraiment bien et ce qui est génial, c'est que quand on la lit, on a l'impression de l'entendre parler, quoi. Ah Il y a mais vraiment complètement. Ah ouais, c'est sa voix à Radio Nova et tout, c'est trop exactement, drôle. à travers les mots, quoi. Bon, donc je peux pas m'empêcher d'en lire une petite partie. Ça fait toute une page et je vous encourage, à la lire, en entier, mais je vous en lis un petit morceau. Rosa, elle a bien raison. Alors évidemment, j'ai pas le ton de Pierre-Emmanuel Barré, évidemment. Je le lis à la rose. Rosa, elle a bien raison. Les animaux pensent, mémorisent, apprennent, ressentent, souffrent, peuvent vivre en communauté, se sacrifient pour leurs petits, mais ils ne jettent pas leur chewing-gum sur le trottoir et ne disent jamais Reste toi-même, t'es une belle personne. Les animaux, c'est comme les humains, mais en mieux. Et pour cette raison, ils méritent au minimum de jouir les mêmes droits que nous. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous n'avez pas assez réfléchi au problème. Et si vous n'avez pas assez réfléchi au problème, la meilleure solution, c'est d'acheter le livre que vous tenez entre les mains. Voilà, bah, je pense que c'est pas mal aussi comme réponse si Oui. jamais on se retrouve, de face à des gens, voilà. C'est, de renvoyer, bah, justement, que ce soit sur vos, BD ou, même d'autres références, mais ça peut être aussi une façon de permettre à des personnes, qui veulent vraiment sincèrement réfléchir à ces sujets, bah, d'aller se renseigner et puis, pourquoi pas de rentrer dans quelque chose de plus collectif, politiquement et cetera, pour pas être tout seul dans son coin parce que ça sert rarement à quelque chose, Ouais, bah, pour oui, changer le monde. ouais, ouais, complètement. Merci, Pierre-Emmanuel Barré. On en a parlé un petit peu, rapidement tout à l'heure, mais est-ce que vous êtes, proche d'autres causes? Est-ce qu'il y a d'autres causes qui vous touchent, en plus de la cause des animaux qui est énorme?
Je pense notamment au petit chapitre qui s'appelle Viande et virilité, où en fait il y a vraiment quelque chose. Là, on parlait de comparaison tout à l'heure. Là, il y a vraiment un truc où on va dire la caricature du mec viril, mais en fait qui est pas si caricatural que ça si on regarde. Malheureusement, non. Bon, il y a quelque chose vraiment où l'homme, voilà, super fort, qui est un vrai bonhomme, etc., et qui en fait ne peut pas vivre sans son steak, alors que, en fait, si, il aurait pu. Mais il y a quelque chose un peu comme d'une petite tétine qu'il lui faut, comme si c'était un bébé à qui il fallait sa petite tétine, sinon il peut pas survivre. Oui, c'est ça, c'est hyper paradoxal. Vous effleurez quand même d'autres causes comme le féminisme, par exemple. Je sais pas si il y a quelque chose qui vous parle là-dessus. Oui, ben en fait, la cause animale, elle est quand même beaucoup liée à d'autres causes. Bah, par exemple, la cause environnementale, parce que pour que des animaux puissent vivre correctement, il faut bien qu'ils aient un environnement sain. Oui. Valable pour les humains aussi, d'ailleurs. Et oui, bah, il y a des croisements entre causes. Et par exemple, Carol Adams, elle en parle très bien dans son livre La politique sexuelle de la viande, où elle développe l'idée du référent absent pour les animaux comme pour les femmes, et qui est le morceau de chair, que ce soit un animal ou une femme, c'est le morceau de chair qu'on consomme et on voit pas l'individu qu'il y a derrière. Voilà. Il y a aussi beaucoup de liens entre la cause animale et la cause des peuples indigènes, parce que je sais pas si vous connaissez Sandra Guimarães, qui fait des trucs hyper intéressants sur le lien entre la colonisation et l'élevage, et comment l'élevage sert d'outil de colonisation, notamment au Brésil. J'en profite pour dire que en fait, c'est Victor Durand-Lepeuch qui l'a interviewé D'accord. dans Comme un poisson dans l'eau, qui a fait un épisode en 3 parties et qu'on avait partagé. Mais vous avez raison, il faudra peut-être le repartager. C'est vraiment un excellent, excellent entretien. Pour moi, genre la cause animale, c'est la plus urgente, c'est la plus prioritaire, parce qu'en termes de nombre d'individus concernés, c'est la plus grande mathématiquement, quoi. Genre, c'est pas moi qui ai choisi, hein. Enfin, Ouais. C'est là qu'il y a le plus d'individus qui sont en souffrance, en fait, en termes de nombre d'individus. En fait, ça, oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi, c'est aussi une cause où il y a beaucoup de choses qu'on pourrait régler très facilement. Ouais. Je veux dire, par exemple, la cause environnementale, il y a beaucoup de choses qu'on peut régler, mais c'est pas facile. Enfin, ça demande des changements de mode de vie qui peuvent être assez importants et tout, des renonciations à beaucoup de choses et tout. Alors que la cause animale, franchement, manger un steak végétal ou un steak animal dans un burger, quoi, ça demande zéro effort et ça peut changer le monde. Enfin, oui, c'est vrai que ça paraît fou. Et en plus, c'est bon. Ouais, puis ça coûte moins cher. Enfin, je sais Ouais. j'ai pas compris pourquoi les gens le faisaient pas, en fait. Est-ce que vous avez déjà noué une relation spéciale avec un animal non humain, ou est-ce que en ce moment, vous avez des amis animaux non humains? Est-ce que vous avez quelque chose un peu à nous raconter là-dessus? J'adore Nala, la truie aveugle du refuge Groin-Groin. C'est ma chouchoute. Vous l'avez déjà rencontrée? Oui, une fois, j'ai donné des fruits, alors j'avais donné des melons. Et comme elle n'y voit pas, elle croque tout doucement pour voir si ça se mange ou pas. Et elle avait croqué mon genou pour voir si ça se mangeait, parce que j'étais accroupie à côté d'elle, et donc ça se mangeait pas. Ça a pas fait mal? Non, elle le fait tout doucement, c'était juste pour vérifier. Trop mignon. C'est vrai qu'elle est chou, je la connais aussi. Ah ouais, c'est vraiment une crème. Ouais, elle est adorable, et quand elle prend ses bains de boue, c'est vraiment génial, et elle est vraiment tout le temps Ouais. curieuse. Ouais, je comprends que ce soit votre chouchou. Puis elle est trop facile à dessiner en plus. C'est vrai? Ouais. C'est votre modèle pour... Oui, pour les autres cochons. Eh ben, on arrive presque à la fin de cet entretien. On a 2 petites questions rituelles à vous proposer. Est-ce que vous voulez bien nous donner, si vous en avez une en tête, une recette végétale? Et si vous n'avez pas de recette, ou si vous voulez en plus, un endroit où vous aimez aller manger? Oui, alors déjà, comme recette, il y a les répunchous. Donc déjà, il faut aller les ramasser dans la forêt. C'est des sortes d'asperges sauvages. Et c'est hyper amer, mais c'est trop bon. J'ai fait une BD dessus pour expliquer. Et il C'est très faut bien, ouais. faire bouillir de l'eau salée. On met les répunchous dedans. Donc l'ébullition s'arrête. Dès que l'ébullition reprend, on les sort. Sinon après, ils sont vraiment trop amers, ils sont immangeables. Et on mange ça avec une vinaigrette et des carrés de tofu fumé. Et voilà, et c'est trop bon. Simple et efficace. Ouais. Bon, faut juste un peu prendre le temps d'aller en forêt. Alors, c'est quelle saison? C'est au mois de mars. Ok. Plutôt Début du genre printemps. mi-mars, il y en a jusqu'à peut-être mi-avril, ça dépend des régions. Oui, parce que j'ai pas dit, mais en fait, vous avez pas mal de recettes illustrées Oui. sur votre site. Oui, j'en ai plein. Je pense que je ferai un livre de recettes un jour. Ah ouais, Ouais. ça serait génial.
OK, et est-ce que vous avez un dernier message, quelque chose à ajouter, à ce qu'on vient de se dire ou quelque chose à dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Mmh, ouais, adhérer à L214. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste pour, la suite? Heu, Dur ça. ouais, c'est dur, hein. Parce qu'en fait, tout nous pousse à être pessimiste, hein, vraiment, on obtient quand même très peu de victoires, la loi du plomb est passée, Mmh mh. bon voilà, Mmh. ce genre de choses. Donc on n'est pas incité à être optimiste. Mais en fait, si on pense qu'on va pas y arriver, faut arrêter. Oui, donc il vaut mieux être Donc optimiste. il faut se donner les moyens de réussir. Il faut, beaucoup se renseigner, adhérer aux associations, communiquer, faire des actions soi-même, évidemment dans la mesure du possible, hein. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens, mais faut pas lâcher quoi, faut être acharné. Est-ce que vous trouvez que l'initiative de L214, qui veut réduire de moitié, le nombre d'animaux tués d'ici 2030 est envisageable, faisable et va dans le bon sens pour vous? Comment vous l'avez perçue? Comment Bah, vous la percevez? en fait, c'est toujours, délicat pour un antispéciste d'adhérer à des propositions de réduction de moitié parce qu'on dit: «Ah bah et l'autre moitié alors, Mmh. voilà». Mais en fait, on sait très bien aussi que, il y a il y a la réelle politique, quoi. Il y a des choses, qu'on peut exiger et des choses, qu'on peut pas encore exiger, il y a ce genre de considérations. Donc oui, moi je soutiens, à fond, même si, je pense que, dans l'intérêt, de tous, heu, l'élevage devrait, s'arrêter, là demain, quoi. Enfin, genre vraiment, Oui, oui, c'est je sais beaucoup trop que de l'objectif souffrance. de réchauffement, climatique, limité à 1,5 degré, c'est déjà fichu, donc genre là, faut vraiment s'arrêter tout de suite, quoi, et pas en 2030 et pas de moitié. Mais bah, on sait très bien comment la politique, fonctionne et du coup, on sait que c'est comme ça qu'il faut procéder, quoi. Merci beaucoup Rosa d'être venue nous voir. Merci à vous. Rosa est tellement inspirante. J'ai beaucoup ri avec elle. Pour moi, son travail très accessible et plein d'humour peut être une véritable porte d'entrée dans le véganisme. N'hésitez pas à la suivre sur Instagram et bien sûr à offrir ses BD. Cet épisode vous a plu? Alors partagez-le sur les réseaux, mettez des étoiles dans Apple Podcast ou Spotify ou des pouces sur YouTube et surtout laissez-moi vos avis et commentaires. À très vite!